Bonjour les amis, alors je vous ai fait une vidéo hier sur ma grande copine Lorly d'Interbitzin avec tout l'humour nécessaire pour essayer de caricaturer, sans trop de méchanceté, les positions que prenait la gauche. Alors j'ai essayé de le faire avec humour et en sachant que l'humour c'est plus tellement autorisé. Je vous rappelle qu'il y a 3 juges qui m'ont condamné à des lourdes amendes parce que j'ai fait de l'humour sur Stop Covid, Stop Islam, et il paraît que je n'ai pas le statut pour être un humoriste. Vous voyez, donc j'espère que Lorline elle aura compris que ce que je disais hier, c'était de l'humour, mais de l'humour pédagogique pour montrer justement jusqu'à quel point la fuite en avant de militants de gauche comme elle, mais également de toute la gauche contre ce qu'ils appellent l'extrême droite, contre ce qu'ils appellent le racisme, contre ce qu'ils appellent le fascisme, sans d'ailleurs savoir ce que ce mot veut dire. J'essayais de vous montrer que quand on en est à souhaiter la mort sociale d'un individu, parce que refuser à Yann Valery, qui est donc fondateur de Brésinfo, qui s'est opposé à la venue de migrants à Calac de manière démocratique par les écrits, lui refuser de pouvoir être pompier volontaire, c'est quelque part aller dans une logique où vous allez à terme refuser complètement le droit au travail de toute personne qui sera accusée de penser mal. Je me rappelle que les communistes, quand ils jouaient les martyrs, disaient que dans certains pays capitalistes, les communistes étaient interdits de travail parce que communistes, et ils appelaient ça les Berus verbotes. C'était à juste titre pas trop normal, encore que ça dépendait pas des postes, parce que on a vu suffisamment de communistes infiltrer l'appareil d'État, non pas pour servir l'État, mais pour servir le grand frère, et pour trahir l'État qui les employait. Donc ça méritait peut-être un principe de précaution. Mais ce que j'essaye de vous démontrer, c'est que cette fuite en avant est une nouvelle étape qui a commencé quelque part à partir du moment où vous qualifiez des opposants politiques de nazis. Déjà, vous simplifiez le débat. Je vous rappelle que la gauche qualifiait le général de Gaulle dès 1958 de fasciste, rien de moins quand même. Et aujourd'hui, depuis notamment les années 1970, tous ceux qui refusent l'hégémonie culturelle, l'hégémonie associative, l'hégémonie politique, l'hégémonie dans les écoles, dans les facultés, tous ceux qui refusent l'hégémonie de la gauche, dans les médias, dans le cinéma, dans la culture, tout cela sont forcément qualifiés d'extrême droite et forcément qualifiés de racistes et de nazis. Et cela justifie, cela a commencé par ça, c'est-à-dire la diabolisation du nom. Et puis après, au nom de ça, naturellement, on a justifié les attaques des locaux. On a justifié de péter le local de l'adversaire. On a justifié d'attaquer les réunions politiques de l'adversaire. On a justifié ce qu'on appelle le harcèlement démocratique, qui n'est que d'un côté, c'est-à-dire que la gauche peut tenir absolument tous les meetings, toutes les réunions qu'elle veut, elle ne sera jamais perturbée. Par contre, elle s'autorise, elle, à venir foutre le bordel dans les réunions, que ça a été longtemps le Front National. On a vu dernièrement que c'était également Reconquête qui a beaucoup dérouillé pendant les dernières campagnes, pendant la dernière présidentielle, et même de temps en temps, des réunions de LR ou de l'UNI sont perturbées par des attaques violentes, des attaques qui rappellent, je suis désolé de le dire, les attaques des nazis quand ils attaquaient les meetings sociodémocrates dans les années 30 et parfois main dans la main avec les communistes. Je sais que c'est des périodes de l'histoire que les staliniens n'aiment pas rappeler, mais ce sont des périodes qui ont existé. Et donc on revient un petit peu à ces pratiques de SA. Quand on attaque un meeting politique, c'est qu'on n'a pas envie que ce meeting se tienne. C'est donc qu'on est contre le droit de réunion, qui fait juste partie de la Constitution et des piliers de la démocratie.
Et puis bien évidemment, quand on commence à attaquer les réunions, on commence à agresser les militants. Jean-Marie Le Pen, dans son livre, expliquait le nombre de militants du Front National qui ont été blessés ou tués même pendant des actions particulièrement violentes. Vous avez 50 colleurs d'affiches ou distributeurs de tracts de Reconquête qui ont été blessés lors de la dernière présidentielle. Donc on passe à l'agression. On a vu récemment à Grenoble des militants de l'Uni dans les facs se faire agresser pendant que Louis Boyard vient faire son kéké sans rencontrer le moindre problème. Et donc on a vu également, parce que c'est une étape supplémentaire, des délateurs de gauche se comporter comme de véritables cafards et téléphoner de manière menaçante à des employeurs en leur disant que c'était pas bien ce qu'ils faisaient, qu'ils employaient un tel qui était quand même quelqu'un de pas recommandable, que c'était embêtant parce que évidemment ils allaient avoir des ennuis dans leur entreprise, qu'il pouvait y avoir des débordements, que ça serait mieux qu'ils le virent. Je parle pas des menaces sur ceux qui font de la publicité, pour des sites qui sont pas recommandables, c'est à peu près la même chose. Donc on en est à vouloir tuer socialement. Vous voyez, on commence par nazifier, ensuite on commence à attaquer des meetings, ensuite on commence à attaquer des individus, ensuite on commence à vouloir tuer socialement des personnes. Je ferai remarquer par ailleurs que les attaques à 5 ou 10 contre 1 contre des individus sont couverts par l'État, sont couverts par la justice qui n'approfondit jamais les choses. Je me rappelle de Vincent Lapierre, journaliste indépendant, agressé à 10 contre 1 à Toulouse, pas un mot. Par contre, qu'un patriote comme le jeune Esteban, agressé par derrière, je dis bien agressé par derrière, par le jeune Clément Méric, se retourne et à 1 contre 1 lui met une patate dans la gueule qui est fatale, parce que le jeune Clément Méric, il a peut-être pas la constitution qui lui permet de faire face à ce genre de situation. Esteban prend 11 ans de prison dans un premier temps et 7 ans après simplement pour un coup de poing à 1 contre 1 entre hommes. C'est quand même intéressant de faire ce parallèle pour montrer à quel point la justice et l'État sont légèrement partiaux. Donc j'essaye de vous expliquer le plus gravement possible, le plus calmement possible, qu'on est parti dans une fuite en avant de la gauche et que cette fuite en avant se terminera forcément comme ça s'est terminé en Grèce, où vous avez vu un matin l'exécution de 2 jeunes militants d'Obdoré par des assassins qui n'ont par ailleurs jamais été retrouvés. Et c'est la logique, c'est-à-dire que à force de considérer que l'extrême droite, guillemets, c'est-à-dire les patriotes, sont pires, sont le mal absolu et tout, vous allez forcément avoir des allumés, des starbés, peut-être les pires raclures, les pires racailles qui vont aller plus loin. Il va y avoir des contrats, et il va y avoir des contrats de mise sur la tête des plus gênants des militants de gauche. Et il est bien évident qu'il faut être aveugle, il faut avoir des pots de saucisson sur la tête, sur les yeux, il faut avoir un seau sur la tête pour ne pas comprendre qu'avec la complicité du pouvoir qui traque ceux qui sont agressés et qui fout une paix royale aux agresseurs, la seule question n'est pas de savoir exactement comme les attentats islamistes quand est-ce qu'il y aura encore des morts et quand est-ce qu'il y aura un attentat massif, un attentat dans les écoles et tout, parce que ça aura lieu, c'est qu'une histoire de temps. C'est exactement pareil pour les patriotes. La seule question n'est pas de savoir s'il y aura un patriote qui va être tué par la gauche. La seule question est de savoir quand le premier patriote sera agressé mortellement par les nervis de gauche. Bonne journée les amis.